Mesdames et messieurs, chers collègues, je voudrais d'abord apporter hommage à chacune et chacun qui se sont battus pour faire advenir un choix, une vision politique de l'eau. Citoyens, élus, journalistes, chercheurs. L'eau comme bien commun pour la ressource et l'eau comme service essentiel en gestion publique pour l'eau potable. Fruit de leur détermination à un monde plus juste, je suis honoré et très fier de voir cette régie publique advenir et de relayer et poursuivre leurs actions aux côtés de Madame la vice-présidente Anne Gros-Perrin. Allez-vous terminer, Monsieur Gros? Ce geste simple, c'est un besoin élémentaire, vital. Il se lie à une multitude d'usages sociaux essentiels, parmi lesquels ceux de l'hygiène et de la dignité. Tous relèvent en tant que tels de droits fondamentaux. Je vois que ça vous fait rire et que ça vous amuse, mais pourtant, à certains endroits en France, ils ne sont même plus possibles, comme en Guadeloupe ou à La Réunion, où on aménage les rythmes scolaires simplement pour pouvoir s'adapter au moment où on peut prendre sa douche. Partout ailleurs, ils sont menacés. Financiarisation, introduction par exemple sur les marchés boursiers de Chicago et du Nasdaq il y a tout juste un an, privatisation de la ressource par les bassines ou les barrages qui mettent en question même le concept de bien commun, pression quantitative et qualitative toujours plus grande, réchauffement climatique. Ce que je voudrais vous dire, chers collègues, c'est que ces menaces ne sont pas le fruit du hasard ou d'une fatalité. Les défis nouveaux à relever qui sortiraient de nulle part, un petit peu comme vous nous les présentez à chaque fois. Non, ce que je voudrais rappeler, c'est que ce sont les produits, les conséquences de choix, d'un militantisme ultralibéral, d'un fondamentalisme de marché. De choix qui, mesdames et messieurs les conseillers qui voteront encore et toujours contre ces délibérations, vous refusez de changer, même simplement de les interroger ou d'en voir le sens politique profond, sur lequel nous avons maintes et maintes fois débattu, mais qui vous semble inaccessible. Il n'est pas trop tard, et pourquoi pas, au terme de ces 1 heure de débat, changer d'avis. Je vous invite. Merci. La parole est au groupe. Je n'ai pas fini, Monsieur le Président. Ah. Ben, continuez, Monsieur Gros. Terminez, s'il vous plaît. Mes chers collègues, ce geste si simple et si essentiel, c'est tout le sens des délibérations d'aujourd'hui que de le préserver et de le garantir pour toutes et tous, avec, on l'a dit, ces usages liés. Présenter de manière conjointe ces deux délibérations fait grand sens. Cadre stratégique à l'horizon 2030 d'une part, statut de la régie publique d'autre part, cela matérialise la cohérence de notre vision politique. D'un côté, une autorité organisatrice forte, qui pense le service public dans une vision stratégique de long terme, intégrée et articulée avec l'ensemble des autres politiques publiques de la métropole. De l'autre côté, une régie publique autonome, outil industriel au service de cette vision, qui possède la pleine maîtrise technique, politique et organisationnelle pour faire fonctionner ce service. Entre les deux, une interface à construire, d'un contrôle public-privé passé à un partenariat public-public, stimulant, innovant, qui n'aura rien à lui envier. Bien au contraire, contrat d'objectifs à établir ensemble, évaluation avec la même qualité, des formats novateurs et pourquoi pas des regards croisés de régie à régie, elles qui se rétablissent partout en France. Alors en quelques mots, le cadre stratégique d'abord. Qu'en restituer ici, car malgré les esprits chagrins, il a été largement mis en partage et discuté avec l'ensemble des groupes de cette Assemblée qui ont pu donner leur avis et contribuer à leur élaboration dans un format qui me semble assez loin d'une dictature. Premièrement, il affirme une gestion de la ressource en bien commun, en dehors des logiques d'accaparement. Deuxièmement, il installe que le service public est l'instrument d'accès à un droit, et non pas la fourniture d'un bien commercial comme un autre. Car oui, c'est là toute la différence de notre pensée politique. La construction sociale, volontaire et démocratique, de ne pas considérer que tout se vaut, qu'il y a des biens plus essentiels que d'autres. Il y en a certains sur lesquels repose la vie humaine et la dignité, que l'eau en fait partie. Et bien sûr, ce cadre stratégique, il fixe les conditions pour garantir dans le temps la qualité et la fiabilité du fonctionnement de son infrastructure technique. Mais avant tout ça, la première vertu de ce cadre stratégique, c'est qu'il initie un changement de paradigme majeur. Ce n'est pas à l'eau, à l'état naturel, de s'adapter aux aménagements et aux modes de faire société, c'est aux aménagements et aux modes de faire société de s'adapter à la disponibilité de la ressource. Le défi est immense
Fini la croyance d'une nature sans limite qui peut fournir plus, toujours plus et toujours plus. Finalement, ce cas stratégique se fonde sur une chose essentielle. Ce qui est renouvelable, pour l'eau, n'est pas inépuisable. Pourtant épuisé, je vais vous faire une confidence, nous le sommes nous aussi un peu. Et c'est de cette manière que j'aborderai plus précisément les statuts de la régie. Épuisé de devoir répéter encore et toujours ce que vous ne voulez pas entendre ou ce que vous ne voulez peut-être simplement pas regarder. Et j'en reviens aux choix et leurs conséquences, choix que vous ne voulez surtout pas changer, pas admettre qu'il pourrait y avoir eu quelques erreurs, et sous prétexte que vous avez quelques pansements pour stopper les hémorragies qu'ils ont déclenchées, maintenir en l'état. Mais en présentant les avancées majeures de ces statuts, réessayons, pour cette fois encore, de se convaincre. Ensuite, il faudra bien entériner et déployer notre énergie ailleurs. D'abord, la régie permet une avancée démocratique. Elle offre la possibilité d'une implication directe des usagers dans sa gestion et une démocratie renforcée. Demain, par ces statuts, ce sont 4 usagers qui siégeront au sein du CA de la régie. Usagers qui vont proposer eux-mêmes, dans un exercice de concertation inédit, les modalités avec lesquelles ils souhaitent se voir représentés pour une participation vivante et dynamique dans le temps. Si l'on compte les salariés, ces 2 collèges représenteront à eux seuls 30% des membres, là encore inédit. Et bien sûr, en plus de la gouvernance métropolitaine et de la CCSPL qui seront toujours là et qui resteront inchangés, 14 élus siégeront directement au sein du conseil d'administration du futur établissement public. Là où, bien évidemment, aujourd'hui, ils n'étaient pas à la table d'administration de Veolia. Et n'en déplaise à l'agitation de vos habituels épouvantails antidémocratiques, la présence d'un représentant pour chaque groupe de cette Assemblée prouve que vos remarques sur la forme, à défaut du fond, n'ont pas lieu d'être et que nous garantissons l'exercice démocratique en faveur de l'intérêt général. La régie offre des avancées stratégiques. La régie offre la possibilité d'une maîtrise technique complète qui garantit notre souveraineté décisionnelle et stratégique à long terme, sans confusion avec des intérêts privés. Demain, face aux enjeux immenses, sans cette maîtrise technique, nous serons dépendants du bon vouloir d'intérêts privés qui, dans leur objectif, ne pourront jamais complètement s'extraire de la confusion, de leurs propres objectifs à eux, parmi lesquels faire du profit. Laisser les connaissances être confisquées par le privé, c'est rendre vulnérable la souveraineté de la communauté à décider de la gestion de l'eau au service de toutes et tous. Cette maîtrise technique, ces connaissances, ce savoir-faire, ce n'est pas celui des actionnaires de Veolia, c'est celui des travailleurs que nous accueillerons. Et c'est un véritable trésor, et c'est bien conscient de cela que nous souhaitons en faire un trésor qui fait partie d'un patrimoine public et profite à toutes et tous. Enfin, la régie propose des avancées économiques et sociales. Elle garantit une absence de profit qui ne bénéficie qu'à quelques-uns pour mieux les réinvestir dans le patrimoine de toutes et tous. Car nous croyons que ces droits essentiels ne doivent pas faire l'objet d'enrichissement individuel ou de rémunération d'actionnaires. Là encore, ne nous caricaturons pas, nous distinguons les choses. Ce n'est pas être une anti-entreprise ni anti-économique que de dire que ce qui relève des droits fondamentaux doit sortir de la sphère du profit. Et les 6 ou 7% de rentabilité officielle, qui ne comptent pas les marges indirectes, n'iront pas enrichir des individus particuliers ou des actionnaires, mais bien être réinvestis pour la durabilité du patrimoine commun. À eux seuls, chers collègues, chacun ses arguments a une pondération suffisante pour dépasser tous les autres. J'ai hâte de travailler tous ensemble, donc, pour déployer ce projet l'an prochain. D'ici là, j'attends tranquillement vos remarques, des remarques inchangées depuis 1 an, sans fond, sans vision politique, enfermées dans les carcans de votre dogmatisme libéral, aveugle au changement du monde. Mais pour une fois, je vous en prie, donnez-nous des arguments sur le fond, faites de la politique, pas de la polémique. Merci.